changer nos lieux et nos usages face au numérique. Pour cette partie, on va retrouver Bella aussi qui va nous parler des bonnes pratiques à mettre en œuvre et on va aussi avoir 2 témoignages de lieux. Nous avons donc une intervention enregistrée d'Alain Anglaret du Grand T à Nantes. Nous avons la présence de Laetitia Stagnara, directrice générale de la Gaîté Lyrique, et Bella, donc, qui reprendra la parole par la suite. Pourquoi nous avons voulu interroger des lieux? Déjà parce que c'est important de savoir concrètement dans nos réseaux comment les lieux se sont emparés de cette question numérique. Quand on a commencé à interroger les lieux qu'on souhaitait faire intervenir, ou en tout cas d'essayer d'identifier des bonnes pratiques liées au numérique, ça a été très difficile d'en identifier. Les lieux, on a des lieux pilotes qui ont commencé à travailler sur des questions de responsabilité sociale et environnementale des organisations. On avait notamment la Colline d'ailleurs qui s'excuse, Fanny Thirion ne pourra pas être avec nous ce matin finalement, mais c'était un des lieux qu'on avait interrogé. Donc des lieux qui ont commencé à entamer une démarche liée à cette responsabilité des structures, et la question numérique dans le fond était souvent absente de ces démarches. Parce que c'était beaucoup plus, enfin, c'est moins dans les usages, c'est moins dans ce qui se fait aujourd'hui, c'est quelque chose des questions plus nouvelles qu'on se pose. D'ailleurs, on était plus sur un remplacement du print, par exemple, par le numérique, donc en imaginant que ça pouvait être mieux d'un point de vue écologique. Là, on se rend compte que pas du tout, donc se posent beaucoup de questions. Alors, je vais laisser la parole enregistrée donc, à Alain Anglaret, qui nous a proposé une vidéo pour parler de leur démarche, et ensuite Laetitia Stagnara nous parlera de la Gaîté Lyrique. Excusez-moi, la vidéo ne s'est pas lancée. Voilà. Grand T d'un théâtre, donc une entreprise de spectacle vivant, et pour nous c'est fondamental quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations comme on dit aujourd'hui, comme si le terme d'entreprise était un gros mot d'ailleurs, de s'intéresser aux vivants. Qui dit vivant dit qu'il y a des gens dans les parages et qu'il faut donc s'intéresser prioritairement à eux. C'est dans cette dynamique que nous nous sommes intéressés à la RSE, c'était en 2015, je crois, à l'occasion de l'intégration dans un réseau d'entrepreneurs responsables qui s'appelle Dirigeants responsables de l'Ouest, hein, puisqu'on est à Nantes, on est donc dans l'Ouest de la France. Avec Catherine Blondeau, la directrice du Grand T, nous avons trouvé dans ce réseau des entrepreneurs responsables, c'est-à-dire qui s'intéressaient au bien-être de leurs salariés, de leurs clients et à leur impact sur l'environnement. Et nous avons découvert aussi la notion de RSE et en particulier le label Lucie, qui après un long processus de maturation nous a été délivré en 2017, ce qui nous a permis de structurer notre stratégie RSE. Aujourd'hui, notre stratégie RSE se déploie autour de 3 axes que nous avons baptisés premièrement écologie des pratiques, donc gestion des déchets, éco-gestes, mais aussi relation avec les fournisseurs. Et comme la plupart de nos fournisseurs sont des artistes, on s'est intéressé en particulier à imaginer ce que pouvait être par exemple une programmation responsable. Deuxième axe, l'écologie sociale, donc j'en ai parlé tout au début, donc un dialogue social permanent, transparent, une politique salariale équitable, la notion d'égalité entre les genres. Bon, vous voyez que les sujets ne manquent pas en matière d'écologie sociale. Et puis troisièmement, l'écologie du site et des bâtiments, donc c'est tout ce qui est énergie, isolation, gestion des espaces verts, etc. Il faut vous dire que nous avons 2 gros chantiers de rénovation du théâtre qui sont en cours, donc nous sommes particulièrement sensibles à ces éléments-là. Alors, concernant notre sujet du jour, l'écologie du numérique, nous sommes, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, nous avons découvert progressivement que les outils numériques qui étaient finalement la solution sont devenus progressivement le problème. Dans ce domaine, nos actions ont pour le moment porté essentiellement sur des choses qui étaient en relation avec notre axe d'écologie sociale, puisque c'était pour nous le plus important. Donc, un accord de télétravail que nous avons signé avec les représentants du personnel
et qui est intégré à notre accord d'entreprise, un texte traitant du droit à la déconnexion, pareil, négocié avec les représentants du personnel intégré dans notre accord d'entreprise. Alors, bien entendu, nous fournissons les outils numériques qui sont nécessaires au télétravail. Et puis, un accord aussi sur l'utilisation des téléphones personnels pour éviter les doubles appareils dans les communications pro-perso. Donc, nous avons une indemnité qui est versée à l'ensemble des salariés pour l'utilisation de leur téléphone portable. Par ailleurs, nous avons une politique d'amortissement de nos outils informatiques, ordinateurs, serveurs, etc., qui va au-delà des barèmes habituels, 3 ou 5 ans, des barèmes comptables, on va dire, dans la mesure où nous optimisons au maximum l'utilisation des appareils et que nous gérons leur fin de vie en les intégrant dans des filières de recyclage classiques. Autant dire qu'il nous reste du chemin à parcourir au vu des informations de plus en plus alarmantes sur la consommation des ressources liées aux outils numériques. Il nous faut fondamentalement analyser et changer nos pratiques avec comme objectif de diminuer drastiquement la consommation des ressources liées à l'utilisation des outils numériques, d'autant plus que par ailleurs, nous nous sommes engagés à diminuer de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dans le cadre de l'association Dirigeants Responsables de l'Ouest, dont je parlais au début, qui regroupe une centaine d'entreprises qui ont toutes pris cet objectif en commun. C'est dire si nous comptons sur vos travaux du jour pour nous aider à éclairer le chemin qui va conduire à une amélioration de la consommation des ressources liées au numérique. Donc, je vous souhaite de bons travaux. On va tâcher effectivement d'éclairer le chemin autant que possible et surtout cette journée permet de poser des bases d'un groupe de travail au sein du TMN Lab autour de ces questions pour pouvoir partager la manière dont chacun avance et l'intègre à nos lieux. Je vais donner la parole maintenant à Laetitia Stagnara. Hop, excusez-moi, j'ai relancé la vidéo. Voilà, qui va nous parler de la démarche à la Gaîté Lyrique. Merci beaucoup Anne. Merci pour cette invitation au TMN Lab. Alors effectivement, la Gaîté Lyrique est un lieu assez singulier dans le contexte de cette rencontre d'aujourd'hui, dans la mesure où c'est le lieu des pratiques artistiques numériques. C'est le lieu qu'on appelle des cultures post-Internet, c'est-à-dire des pratiques artistiques qui ont été transformées ou qui sont nées d'Internet, qui sont à l'intersection entre les nouvelles technologies, les pratiques artistiques et les enjeux de société. Donc, on est en plein dans le cœur du débat, des échanges d'aujourd'hui. Et on a toute une programmation qui parle de ces sujets, notamment autour de conférences performées, d'ateliers aussi qui s'adressent à la jeune génération. Bref, on évoque tous ces sujets, mais on avait un problème, un paradoxe dans lequel on était, c'est que notre mode de gestion interne, nos modes de production culturelle, nos modes d'échange et de travail n'étaient pas en cohérence avec les idées qu'on défendait via notre programmation. Et du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à s'y atteler. Alors, très humblement, et notamment par rapport à tout ce qui a été dit, et notamment les actions qui sont menées par le Grand T, je dirais qu'on est au début d'un processus, on est beaucoup moins avancé, mais c'est indispensable qu'on avance vite sur ces champs-là. Comment est-ce que ça a commencé? Alors, je crois que Béla, on a parlé au début, c'est vrai qu'il existe aujourd'hui très peu de labels, de normes, de guides sur la responsabilité sociale et environnementale dans le champ culturel. Et pourtant, on a un certain nombre de spécificités qui font qu'on ne peut pas raisonner forcément de la même manière sur ce secteur que sur d'autres. Ça a été la raison pour laquelle la ville de Paris a lancé en 2019 avec l'agence Arter une mission d'accompagnement pour sensibiliser et engager les acteurs culturels parisiens dans l'économie circulaire. L'objectif, c'était de rassembler une quinzaine d'acteurs culturels et ensemble définir une série d'axes de travail, de chantiers à mener
en intégrant justement les problématiques spécifiques du secteur culturel et en se nourrissant des bonnes pratiques identifiées justement chez ces acteurs. Puisqu'il y a alors les établissements publics dépendant du ministère de la Culture, pour la plupart, avaient bien avancé, notamment le Louvre, la Cité des Sciences, le Musée du Quai Branly, qui sont des gros établissements, ont déjà beaucoup avancé sur ces réflexions. On le voit, ils sont loin d'être les seuls et Anne va nous donner l'occasion d'en découvrir plusieurs. Mais c'est vrai que les établissements de la ville de Paris étaient moins sur le champ de ces travaux, n'avaient pas encore mis le pied à l'étrier, ou en tout cas, les actions qu'ils avaient menées n'étaient pas encore visibles. Et du coup, c'était là le travail que nous avons fait ensemble en 2019, puisque la Gaîté Lyrique a voulu s'est porté volontaire pour être le lieu de test de ces changements de pratiques. Et ensemble, le travail qu'on a fait a donné lieu à 9 fiches méthodologiques qui précisaient les actions à mettre en place, ainsi que des sources bibliographiques, des exemples de bonnes pratiques, sur 9 champs différents, 9 chantiers. Qui allait de l'accompagnement des équipes en interne, en passant par la sensibilisation des publics, tout ce qui est prestations et contrats de prestation, la gestion des déchets, la gestion du bâtiment, etc. Et juste pour conclure sur cette mission Ville de Paris dans laquelle nous étions impliqués, une fois publication de ces 9 fiches, l'idée, la suite, est, via la Ville de Paris, d'animer un réseau culture et économie circulaire qui formerait des référents à l'utilisation de ces fiches actions et en proposer de nouvelles. Et c'est là où on arrive au cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est que parmi ces 9 fiches méthodologiques, il n'y en a pas une sur tout ce qui concerne la pollution numérique. Donc, ça a été l'occasion pour la Gaîté Lyrique de se lancer à l'aune de ce chantier initié en 2019. En travaillant on a identifié un certain nombre d'axes de travail sur lesquels on a commencé à plancher. Donc, gestion du papier, contrat de prestation, gestion des déchets, gestion du bâtiment. On a un bâtiment extrêmement énergivore. Et le champ tout particulier de la pollution numérique sur lequel on se sentait très directement concerné compte tenu de l'objet, de la matière qu'on programme. Alors, je le redis, on en est encore au début. Les différents chantiers sont assez similaires à ceux sur lesquels le Grand T a avancé. Donc, je ne m'étendrai pas, mais citer en tout cas toute la question de prolonger la durée de vie des matériels informatiques et favoriser le réemploi. Du coup, en re-questionnant notre politique d'acquisition de terminaux, ça va être un sujet, un défi clé pour nous. Un deuxième challenge va être le choix de services numériques éco-conçus, puisque j'en ai moins entendu parler ce matin. Alors du coup, je m'appesantis quelques secondes sur ce champ-là, mais c'est vrai que là, on constate que la couche logicielle dicte beaucoup les besoins en ressources matérielles d'un ordinateur, et du coup, faire le choix de logiciels moins gourmands, de pages web moins gourmandes, d'applications de smartphones, etc., moins gourmands, c'est de manière générale rechercher des services numériques moins lourds. Ça va être un de nos enjeux. Le troisième, ça va être de privilégier des solutions open source qui sont plus propices à un numérique responsable, puisque les logiciels libres et open source sont bâtis collectivement pour optimiser la performance des services numériques et du coup sont de manière générale souvent moins lourds. Quatrième chantier, ça va être de rendre accessible notre site internet. Donc, c'est moins dans la démarche dont on parle depuis tout à l'heure, mais il nous semble que l'accessibilité du site internet fait partie de ce travail général sur éthique numérique. Dans la mesure où de manière générale, trouver des services numériques, favoriser des services numériques moins lourds, c'est aussi atteindre des territoires moins équipés en réseau Internet, etc. Et du coup, avoir une accessibilité plus large pour nos contenus.
Et de la même manière, rendre accessible notre site internet quand on voit que seulement 4% des sites le sont au sens de la loi handicap de 2005, c'est vraiment un travail qu'on souhaite mener toujours dans cette logique-là. Voilà, donc ça, ce sont les 4 chantiers qui vont être importants pour nous dans ce champ-là. Peut-être pour conclure, quelques mots sur des premières expérimentations que nous avons menées, puisque c'était en termes de méthodo quelque chose d'important pour nous de se dire qu'on avait besoin d'avoir rapidement quelques succès, quelques étapes franchies pour s'encourager et se dire que tout ça était des choses faisables à portée de main et que ce n'était pas forcément un plan d'action sur 10 ans. Notamment, on est dans un modèle légal un peu particulier, ça s'appelle une délégation de service public, ce qui gouverne l'organisation de la Gaîté Lyrique, et donc notamment tout le matériel que la Gaîté Lyrique, tout le matériel informatique que la Gaîté Lyrique acquiert depuis plusieurs années est propriété de la ville de Paris. Et du coup, on a constaté depuis un certain nombre d'années un stock d'ordinateurs entreposés qui s'accumule, sans qu'on ne se préoccupe avec la ville de Paris de quelle destination on leur donnait. Et donc, on a commencé à entreprendre avec la ville de Paris tout un travail là-dessus, et notamment de les proposer gratuitement à d'autres lieux qui viennent visiter régulièrement depuis nos stocks d'ordinateurs pour s'équiper eux-mêmes. On a travaillé aussi sur une charte de la déconnexion. Je ne m'appesantis pas là-dessus puisque ça a été déjà cité par d'autres. Et on a fait une expérience aussi qu'on n'a pas pu mener jusqu'au bout et je le regrette, et donc qu'on va retravailler. Mais pendant le premier confinement, on avait en parallèle une grosse exposition qu'on a toujours qui s'appelle Faire Corps et qui est une exposition qui utilise beaucoup de numérique et notamment de capacité serveur, qui était du coup non exploitée pendant toute la période du confinement de mars à juillet. Et du coup qu'on a souhaité mettre à disposition du service de recherche contre la Covid. Donc, comme je vous le disais, c'était une expérience avortée, mais ça faisait partie des travaux de réflexion et d'expérience rapide qu'on souhaitait mettre en place. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci Laetitia. Je note, quand tu parlais de la question de l'éco-conception, qui est un point absolument crucial et un point dans notre responsabilité d'institution, effectivement, dans le choix de nos prestataires. Alain en parlait aussi. Et ce sera une question qui sera abordée dans le point 3 cet après-midi et le point 4. Donc, on parlera à nouveau d'éco-conception, on parlera d'open source aussi, qui sont des points autour de nos responsabilités d'institution. Et je souligne aussi, et vous l'avez évoqué tous les deux, toi et Alain, la question RH, en fait, la question de la dimension sociale. Et c'est pour ça que pour nous, cette rencontre, elle s'appelle écologie et éthique. Et en fait, mesurer l'impact que le déploiement numérique a sur nos équipes, c'est extrêmement important. Et donc, je trouve particulièrement pertinent que vous l'ayez évoqué tous les deux, ce droit à la déconnexion, le suréquipement, toutes ces questions-là qu'il faut se poser dans un déploiement numérique responsable. Je vais passer à du coup cette question qu'on se pose tous et qu'on a vu aussi être posée dans les questions-réponses de la première partie. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Du coup, j'invite Bella à revenir avec nous pour parler justement des bonnes pratiques et de la démarche du MIR aussi pour accompagner les individus comme les organisations dans ces pratiques en fait pour collectivement faire des efforts face au numérique. Du coup, je vais en profiter pour féliciter, je ne sais pas si j'ai aucune autorité pour ça, mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir des expériences de type à la Gaîté Lyrique, c'est absolument génial parce que ça a l'air d'être assez modèle. Et puis, l'expérience du monsieur là, précédemment, je ne me souviens plus de l'entité, je crois que c'était… À Nantes. Voilà, exactement. Et bravo, ça fait plaisir de voir que des choses sont déjà… mise en place et puis de manière assez intelligente, et puis je pense que vous avez été bien accompagné, donc c'est très très bien. Effectivement, il y a eu énormément de thématiques qui ont été dites, en tout cas qui ont été citées. Moi, je dirais que d'une part, en fait, il y a deux axes qui sont intéressants de lier, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous une casquette, on est tous citoyens et travailleurs. Pour reprendre un terme qui m'est assez cher, et du coup on a vraiment, c'est au bureau comme à la maison comme au bureau en gros, même si la notion de bureau pour vous est peut-être pas extrêmement pertinente,
parce que vous avez aussi les planches et tout le reste, et les coulisses. Mais en tout cas, sachant que voilà, on est des personnes qui sommes, en fait, on est traversé par le numérique en permanence, à titre personnel et à titre professionnel. Résultat des courses, en fait, il faut arriver, si l'on peut, à mettre en place effectivement des... Alors, éco-gestes, j'aime plus trop le terme. Moi, je l'aimais bien au début, mais moi, je crois que ça y est, c'est fini. C'est parce que c'est trop majeur pour parler d'éco-gestes. D'ailleurs, On changera notre slide. non, c'est pas du tout... non, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que, par exemple, la deuxième version de ce livre-là, qui va sortir dans les quelques jours qui viennent, justement, on a plus parlé des éco-gestes. D'accord. Et on en parle, nous, dans notre structure régulièrement, et c'est absolument pas grave, il n'y a pas de problème, on ne sait pas trop finalement si c'est pertinent ou pas. Voilà. En fait, développer une culture commune, bah oui, en effet, c'est-à-dire, c'est pour ça que je pense que ça va même au-delà de l'éco-GS, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit totalement intégré, il faut que ça soit vraiment comme si on avait une espèce de transfert qui fait qu'on ne se pose même plus de questions de savoir si c'est des gestes à faire ou pas, il faut que ce soit vraiment une évidence. Je pense que quand on est traversé par cette question de cycle de vie, c'est pour ça qu'elle nous est très chère parmi les experts et tout ça, c'est qu'en fait, quand on est traversé par cette question-là, on n'a pas l'impression que les éco-gestes sont extérieurs à nous, parce qu'ils font partie intégrante de notre activité de tous les jours. Alors effectivement, dans la partie citoyenne, j'ai envie de dire plus personnelle, il faut vraiment mettre faire un focus particulier sur l'acquisition, et je ne dis même pas achat, parce que j'aime moins ce terme aussi. Je crois que l'acquisition, c'est peut-être plus adapté. On peut acquérir à titre gratuit aussi, voilà, on peut donner, etc. Donc, vive le troc. L'acquisition, donc toujours avoir en tête qu'effectivement, il faut éviter l'acquisition neuve, l'achat neuf. Donc ça, toute la partie acquisition, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi la partie énergétique qu'il faut avoir en vue. Donc vous voyez là en fait l'éventail. C'est un petit outil qu'on a mis en place, enfin qu'on a conçu de manière assez simple, hein, qui est un abanico. On a pris un titre un peu plutôt espagnol pour faire un peu exotique. Et puis c'est d'ailleurs un magnifique éventail pour la prochaine canicule, on va dire fin mars, début avril. Bon, et tout ça pour dire que voilà, on a essayé de formaliser des gestes clés qui sont vraiment importants, enfin, en respectant une hiérarchie. Par exemple, vous verrez que dans le Zoom sur la messagerie, vous pourrez constater que, par exemple, on n'a pas dit nettoyer ses mails, etc. On a dit juste réduire ce qu'on envoie, etc., etc. Sachant qu'il reste toujours cette idée que les mails sont si importants que ça, même s'ils ont effectivement un impact, c'est vraiment une importance extrêmement faible par rapport à ce qu'on a pu évoquer auparavant. On constate aussi que notamment en termes de pratique, par exemple, l'impression est un domaine assez mature dans les entreprises et les organisations, et assez mature aussi chez le particulier. Pourquoi ? Pour des raisons économiques, souvent, parce que c'est un vrai levier. Ensuite, il y a effectivement des pratiques sur la navigation qui sont pareilles, marginales, dans le sens où c'est beaucoup moins important que la problématique de la première étape du cycle de vie. On précise, par exemple, notamment si on peut donner un exemple, on précise qu'il est strictement inutile, en tout cas de notre point de vue, après avoir analysé la situation, de penser qu'on fait du bien à la planète, pour reprendre leur expression. Alors, moi, je ne suis pas absolument contre, mais je ne suis pas du tout pour, parce qu'on rajoute une couche logicielle, la navigation est plus impactante du fait d'utiliser des moteurs qui eux-mêmes sont faits pour Bing, sur Bing et sur... Excusez-moi, Bella, ça a coupé juste. Donc, vous disiez ça n'a pas d'impact positif d'utiliser des moteurs de recherche verts, c'est ça? Ouais, divers, c'est-à-dire qu'en fait, si tant est que s'ils changeaient un tout petit peu leur façon de communiquer, ce serait pas mal. En fait, ils impactent davantage, paradoxalement, parce qu'il y a une couche logicielle supplémentaire qui est mise sur Bing en ce qui concerne Ecosia et sur Google en ce qui concerne Milo. Donc, c'est bien de le faire, c'est sympa, mais ça ne rajoute rien. Au contraire, ça rajoute de l'impact. Donc, c'est dommage. Et puis, en plus, ça repose sur du pouce au clic, parce qu'en fait, on nous fait comprendre que plus on clique, plus on va pouvoir planter des arbres, etc., au bout de 25 clics, je ne sais plus quoi, etc. Alors qu'en fait, la bonne navigation, c'est celle qui est vraiment super rapide, efficace, et ce n'est pas cliquer n'importe où dans tous les sens. C'est la recherche dite avancée qui est vraiment la plus efficace. Voilà, donc en fait, il y a vraiment de nombreux gestes effectivement à mettre en place dans la vie de tous les jours. Et en ce qui concerne
Alors, où est-ce qu'on peut trouver cet éventail? On peut le trouver chez Point de Mire. Vous serez bien accueillis si vous nous appelez ou si vous me contactez, il n'y a aucun souci. C'est à mettre entre toutes les mains. En tout cas, ça permet vraiment d'avoir d'un seul coup d'œil un certain nombre de pratiques vraiment de base. Vous remarquerez par exemple sur le focus sur l'énergie, la deuxième pale là, en bleu, il est très important d'imaginer par exemple que dans notre vie personnelle, dans la sphère personnelle, éteindre sa box et le boîtier TV associé, c'est vraiment fondamental. C'est un des éco-gestes les plus importants qui soit. C'est celui qu'on n'a vraiment pas envie de faire, par contre. Mais bon, c'est l'équivalent de plusieurs laptops allumés pendant 8 heures, etc. Même si l'électricité en France ne coûte pas grand-chose, elle est impactante et idéalement, il faut fermer sa box. Après, pour les entreprises, si vous voulez que je continue, vous me le dites. On va avancer. Oui, j'avais juste une remarque. Par exemple, quand vous parlez de mettre en favori, par exemple, des recherches plutôt que faire des recherches par Google, dans le rapport, il me semble, du Shift Project ou de Green IT, je ne sais plus, il parlait notamment de nos usages de Deezer, par exemple, ou de Netflix, et notamment plutôt de Deezer d'ailleurs, où quand on se fait sa liste de favoris qu'on aime bien écouter régulièrement, en fait, il recommande absolument de télécharger la musique. Et non pas parce que sinon, en fait, à chaque fois qu'on l'écoute, on réenclenche un appel, serveur, etc. Et en fait, c'est des usages que les gens ne déploient pas forcément. Tout à fait. C'est recommandé. Oui, tout à fait. En fait, on peut tout à fait pousser les gens à télécharger quand c'est possible. Donc, quand le service le permet, il faut télécharger. Il faut changer évidemment, idéalement. Donc, télécharger sous réserve que ce soit possible. Et puis, télécharger légalement, on est bien d'accord. Droit d'auteur oblige. Ça, c'est important. Puis, ne pas échanger. Enfin, bon, voilà, des choses comme ça. Après, il y a une chose aussi, je crois que c'était dans la vidéo du Shift tout à l'heure. Effectivement, le réflexe qu'on pourrait avoir idéalement, c'est de changer la résolution. Si on voit par exemple à partir d'une plateforme que je ne nommerai pas, mais bien connue, si on regarde, si on stream une conférence, on n'a absolument aucun intérêt à être en haute définition, ça n'a strictement aucun sens. Et idéalement, on peut vraiment baisser cette fameuse résolution au maximum, ou en tout cas tant que c'est encore faisable. Il y a une chose qui est importante aussi à voir, c'est qu'il faut essayer de désactiver par exemple tout ce qui est lecture automatique des réseaux, alors que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur... Enfin, je n'ai pas envie de les citer parce que je n'ai pas donné des marques, mais il est certain qu'il faut arrêter idéalement les lectures automatiques. Et puis en plus, d'un point de vue cérébral, enfin, du point de vue de notre santé mentale, de toute façon, on est bien content. Et puis surtout aussi, idéalement, streamer, si on veut de la musique, streamer sur un site de musique, d'audio, quoi, et pas streamer de la vidéo pour rien, parce qu'on va streamer dans sa poche tout en écoutant de la vidéo, ce qui est quand même bien dommage. Donc, on peut aller vers un service que Maxime citait, par exemple, ou autre, comme vous le souhaitez, mais en évitant vraiment le streaming vidéo inutile. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses à mettre en place comme ça. Il faut vraiment se dire que voilà, la première étape du cycle de vie étant si impactante, pour idéalement acheter reconditionné ou ne pas acheter tout court et puis faire vivre son appareil le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le plus important qui soit et on ne le dira jamais assez. C'est le moins marrant à dire parce que c'est plus difficile à faire. Oui, surtout que, par exemple, Maxime, lors de nos discussions préparatoires, l'évoquait, quelqu'un, par exemple, comme Apple, qui est fabricant, n'a aucun intérêt à ce que ces outils durent longtemps, ou en tout cas trop longtemps, donc les couches logicielles qu'il y ajoute, et d'ailleurs, je dis Apple, mais en fait, l'ensemble enfin, c'est vrai pour aussi n'importe quel fabricant de smartphones, ils ont tendance à ajouter des couches logicielles avec des mises à jour qui en fait ralentissent le fonctionnement même de l'outil et invitent l'utilisateur à le remplacer alors qu'il pourrait en fait fonctionner encore très bien. Et qu'aujourd'hui, il y a des questions qui sont posées sur ces mises à jour obligatoires, mises à jour de sécurité, pour essayer de sensibiliser les utilisateurs à faire des choix dans ce qu'ils installent pour justement faire durer plus longtemps leurs outils. Enfin, il y a beaucoup de... Tout à fait. Voilà. Oui, vous faites référence à l'obsolescence logicielle en l'occurrence. Absolument. Et l'obsolescence programmée. Alors moi, je veux juste dire un tout petit mot qui est très important, je pense, à mes yeux. C'est qu'on parle très souvent de cette... Alors vous avez complètement raison dans tout ce que vous avez dit, donc je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que l'obsolescence programmée qui souvent est parfois un arbre qui cache la forêt, dans le sens où, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, loin de là, hein, je ne vais pas faire une ode aux fabricants,
Mais par contre, d'abord, il faut qu'elle soit avérée, etc. On bénéficie en France d'une loi contre l'obsolescence programmée, la loi Hamon, c'est magnifique d'avoir cette loi-là. On peut s'y appuyer. Mais surtout, je pense que l'obsolescence vient souvent En fait, on a tendance à dire chez Point de Mire ou chez Mire que l'obsolescence n'est pas seulement celle des objets, mais celle de l'usage que l'on en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait arriver à étendre le plus. On a souvent un défaut de compétence aussi. Alors, c'est moins valable pour les smartphones. En effet, on subit plutôt. Mais en ce qui concerne les postes de travail, on a vraiment un défaut de compétence flagrant. Et ce n'est pas une question de faute, ce n'est pas une question de responsabilité, mais c'est une question que tout simplement on n'a jamais appris. Au mieux, on a appris un logiciel métier, mais on n'a jamais fait la différence entre un système d'exploitation et le software. On ne sait pas du tout ce que c'est quand un ordinateur est lent. On incrimine toujours la machine alors qu'en fait, c'est la partie software, le système d'exploitation. Donc, il y a une grosse tambouille là-dessus, une grosse... voilà, vraiment, on fait des confusions terribles. Et ça, c'est ce qu'il faudrait vraiment apprendre dans les plus jeunes classes. C'est ce qu'est un ordinateur, qu'est-ce qu'il y a dans cette machine. Et ça serait vraiment la chose la plus intelligente qui soit proposée de faire du code, même si le code est quelque chose de passionnant. Ça pose la question de l'acculturation numérique au sens très large, en fait, qui aujourd'hui est très défaillante. On ne va pas s'étendre forcément dessus parce que ce n'est pas uniquement le sujet du jour, mais le TML Lab œuvre aussi à essayer de partager ça dans le secteur dans lequel on travaille, mais effectivement, l'éducation là-dessus a beaucoup à faire et le chantier est encore vaste pour en capaciter en fait, les gens face au numérique et pas seulement leur faire utiliser le numérique. Tout à fait. On va passer sur les questions d'organisation du coup, Bella, et notamment les questions de formation, de charte et de labellisation qui sont existantes aujourd'hui pour accompagner les structures. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que c'est relativement récent. Alors, les formations, elles ne sont pas récentes. Il y en a quelques-unes qui existent depuis quelques années. Mais il y a donc des formations qui existent sur le numérique responsable de type état des lieux et bonnes pratiques. Et il y a vraiment deux familles, celle-là. Et puis l'autre catégorie, c'est sur l'éco-conception de services numériques qui a été citée par la personne qui a parlé de manière tout à fait intéressante tout à l'heure, puisque c'est effectivement un vrai levier. C'est quelque chose de... Mais comme vous en parlerez cet après-midi, c'est parfait. Absolument. Donc, deux types de formations et on est en train de travailler. Alors, nous, on en donne effectivement au niveau de MIR Conseil et Formation et elles sont entre guillemets certifiantes. Ce n'est pas de la certification RNCP, ça n'existe pas encore, ni registre spécifique. Et on est en train de travailler avec l'Université de La Rochelle et l'Institut du numérique responsable pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir porter cette certification qui soit vraiment universelle et digne de ce nom, à savoir ORS dans un premier temps et RNCP de l'autre, ce qui permettra la prise en charge, si les personnes voient ce que je veux dire, parce que c'est un peu complexe, via le CPF, etc. Ça, c'est très, très important parce que ça donnera de la légitimité au niveau des formations. Il se trouve aussi qu'il y a un nouveau label, donc organisation, qui est porté par l'agence Lucie, qui a été initié aussi par l'Institut numérique responsable. Et ce label, dont vous voyez pas le détail, mais de trois aspects, donc il s'adresse à une communauté, c'est vraiment une démarche très intéressante. Et il se trouve que actuellement, je donne les formations pour le compte de l'agence Lucie pour ce label numérique responsable. Donc on en est au début des sessions. Il y en a à peu près 1 à 2 fois par mois, donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de ça, parce que c'est intéressant dans le sens où c'est une démarche d'amélioration continue et c'est basé vraiment sur la culture RSE du label Lucie, de l'agence Lucie, que connaissait le Grand T notamment apparemment. Oui, absolument. Le Grand T, c'est bien, ils sont bien labellisés Lucie, absolument. Voilà, donc ils font déjà partie de cette communauté et ils pourraient aller encore plus loin. Voilà, mais outre ce label, vous avez aussi la charte numérique responsable, qui est effectivement qui a été donc conçue par l'Institut numérique responsable. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait vous pouvez vraiment déjà aller la voir, la consulter, la lire attentivement, et vous pouvez essayer de la signer. Et c'est pas uniquement, c'est pas fait en 3 secondes. Il y a un vrai formulaire, il y a de vrais questionnements, plus des questionnements d'ailleurs que des questions, et qui permettent de s'interroger sur tel et tel sous-sujet du numérique plus responsable. Et ça permet de se dire, voilà, moi je m'engage cette année, je voudrais vraiment être un peu plus vertueux par rapport à ça, et je m'engage sur ces 5 points, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir au niveau de l'Institut numérique responsable.
vous jetez un œil, vous pouvez y réfléchir et puis embarquer votre équipe et votre établissement, ça peut être top. Je reprends les 5 points de la charte. Le premier fait plutôt écho du coup à ces questions d'éco-conception, si je comprends bien. Oui. Le deuxième, pratique numérique éthique et responsable, c'est un peu l'ensemble de ce dont on parle aujourd'hui. Oui. Favoriser l'émergence de nouveaux comportements et de valeurs. Effectivement, nos lieux peuvent faire partie de ces structures qui doivent porter un exemple et des bonnes pratiques et les diffuser, j'imagine. Tout à fait. Nous nous engageons à développer les offres de services accessibles pour tous, inclusifs et durables. Ça pose la question, quand on parlait de l'usage des GAFAM qui peut créer des exclusions, ça fait écho aussi à l'intervention de Laetitia sur la gaieté lyrique, sur la volonté de rendre accessible. Oui, l'accessibilité, exactement. J'ai beaucoup apprécié parce que ça fait vraiment partie du numérique responsable, hein, l'accessibilité. Donc, c'est très bien qu'elle l'ait intégré et que ça soit aussi engagé, absolument. Et le point, nous nous engageons vers un numérique responsable indispensable pour assurer la résilience des organisations. Donc là, c'est pareil, c'est une posture d'établissement de s'engager et d'assumer sa responsabilité sociétale. C'est ça. Moi, je trouve aussi que résilience, on le met un peu à toutes les sauces, donc à voir comment on l'entend. Mais effectivement, à faire face à la suite, c'est tout à fait intéressant. Ça, c'est un petit résumé, mais vous regardez dans le détail et c'est assez engageant. Donc voilà. Je passe à la slide suivante, qui sont les étapes d'un projet numérique responsable. Alors effectivement, bon là c'est en quelques lignes. Alors ce que vous voyez en dessous, là, 5 axes. En fait, il y a 5 axes et 14 principes d'action, hein, comme on dit dans ce label. Et effectivement, l'idéal, c'est d'arriver à savoir comment est qui va avoir l'initiative du projet. Donc, c'est important de savoir, quand ça vient d'en haut, c'est pas mal, quand ça vient d'en bas, c'est intéressant, mais il faut voir après comment le porter, quel va être le sponsor, entre guillemets, de l'idée au sein de l'organisation. Après, il faut arriver, effectivement, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, donc l'analyse et l'audit de l'existant est assez fondamental. Après, il ne faut pas être complètement focalisé sur la mesure, c'est un peu la tendance qu'on a actuellement, c'est de penser qu'aux chiffres, et il faut faire attention aussi, enfin en tout cas ça n'a pas été votre cas ce matin, hein, mais souvent on nous ramène toujours aux chiffres, c'est un peu l'objet de la discussion parallèle sur la CD aussi, c'est qu'effectivement c'est plus les tendances qu'il faut voir plutôt que les chiffres exacts, mais il faut mesurer, donc une analyse et un audit c'est très important. Ensuite, arriver à fabriquer un vrai tableau de bord avec les indicateurs de suivi, ce qu'on appelle aussi les KPI, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, d'ailleurs, ce n'est pas pour crâner que je dis. Oui, il y a un indicateur intégrateur de performance, non, c'est pas ça? Oui, voilà, ça doit être quelque chose comme ça, exactement. Voilà, après, il faut toujours, idéalement, c'est bien aussi de se comparer, mais gentiment, pas du tout à la capitalistique version, mais à la façon de se comparer aux autres pour pouvoir se stimuler, et puis plutôt en termes de solidarité, de stimulation. Ça, c'est très important. Donc, on a un benchmark, le dernier en date, c'est celui de 2018, We Green IT, je vous mettrai, si vous voulez, le lien. C'est très important de savoir comment on peut se comparer. Ça, c'est le benchmark grosse boîte. Alors, vous seriez plutôt amené à vous baser sur c'est pas un benchmark, mais c'est un baromètre intéressant, baromètre de la JIT. C'est celui-là, non? La droite, voilà, oui. La dernière édition, et dont les résultats sont sortis il y a tout juste 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Donc, tout à fait intéressant. C'est là qu'on voit quelle est la culture actuelle et quelles sont les pratiques actuelles, et puis tout ce qu'il y a à améliorer. À gauche, c'est... D'ailleurs, excusez-moi, l'AGIT propose un questionnaire pour s'auto-évaluer en ligne. Oui, tout à fait. Mais effectivement, alors, c'était plutôt dans le cadre de ce baromètre, il me semble. Je ne sais pas s'il y a sur le... Alors, j'ai vu qu'il y avait toujours un lien sur le site de l'AGIT pour s'évaluer. Donc, a priori, à voir si... Je ne suis pas allée au bout de la démarche, donc je n'ai pas vu s'il était actif, mais en tout cas, le lien existe. À vérifier. Et à gauche, sur la slide, je n'ai pas mis la source. On a oublié la source. Enfin, autant pour moi. C'est moi qui ai dû l'enlever. Non, mais c'est pas grave. C'est juste pour dire que c'est issu du fameux benchmark 2018, là, et où on voit les trois axes matures, les 3 domaines qui sont les plus matures. Hein. La durée de vie, le centre informatique, les impressions, et puis le côté, justement, là où il y a énormément de choses à faire, c'est effectivement au niveau de l'éco-conception, donc super levier. La gouvernance, parce qu'il faut mettre en place des trucs, donc la labellisation peut aider, ou la charte en tout cas, initier tout ça.
Et puis la téléphonie, le grand T a parlé justement du Bring Your Own Device, la fameuse idée de... Alors en français, c'est apporter son propre matériel, moins rigolo, mais le BYOD, là, qui est effectivement de partager par exemple son smartphone, s'il a une double SIM ou quoi, le côté perso et pro, qui évite d'avoir deux fois le même matériel, enfin un double matériel. Et il y a certaines structures qui peuvent se permettre, d'autres qui vont bloquer pour des raisons de sécurité et autres. Hein. Donc ça va pas toujours être très très facile. Se pose des questions potentiellement de droit du travail ou pas. En tout cas, je sais que c'est un titre d'exemple, mais j'ai eu des échanges sur ces questions de l'usage du téléphone personnel à titre professionnel et du droit à la déconnexion. Si le titre téléphone personnel, par exemple, on renvoie sa ligne professionnelle dessus, est-ce que ça ne pose pas des questions d'un point de vue respect du droit du travail? Si, ça pose des vraies questions et c'est pour ça aussi que ce n'est pas vraiment déployé, parce que c'est une solution technique, mais ça pose vraiment des soucis en termes de sécurité et de droit. Donc en effet, ce n'est pas du tout une évidence. C'est sans doute possible et plus souple dans les toutes petites structures, en effet. Oui. Mais dès qu'on commence à un certain volume, ça pose des vraies questions. Mais c'est bien quand même de l'évoquer parce que quand on peut le faire, autant le faire. Mais c'est vrai que c'est assez complexe. J'avais noté quelque chose de très intéressant aussi au niveau du grand T. C'était l'histoire de l'amortissement. Le fait d'aller au-delà de l'amortissement, c'est vrai qu'il y a des plaidoyers qui sont là pour l'idée de pouvoir allonger la durée d'amortissement qui est officiellement de 3 ans pour le matériel et puis 1 an pour les logiciels. Et l'idée, ce serait de pouvoir, grâce à cet amortissement comptable, pousser l'allongement de la durée de vie du matériel. Donc ça serait une super prise de conscience et puis de pratique. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas, quand on peut le faire au sein même de son établissement, c'est formidable. Et puis, effectivement, pouvoir aller bien au-delà. La durée moyenne est de 4 ans et demi, sachant que, pour les laptops, je crois, sachant que la durée c'est divisé par 3 en 30 ans. Donc, même s'il y a un léger mieux depuis quelques temps, pour les grandes boîtes, pas toutes les boîtes, c'est vraiment drastique, quoi. Donc, il faut vraiment arriver à faire jouer ce levier-là. Et c'est vraiment la chose la plus importante qui soit. Mais écoutez, on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous aviez envie d'ajouter quelque chose pour conclure cette partie de votre intervention? Moi, pour ma part, je voudrais juste dire, parce que c'est une discussion qui a eu lieu un petit peu autour des ACV, alors je n'avais pas précisé ce qu'était une ACV, c'est une analyse de cycle de vie, voilà. Et en fait, quand on nous demande, notamment la dernière question qui est posée, sur qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, ça ou ça, en gros. Hein, en fait, parfois, on est bien embêté parce qu'on n'a pas la réponse. Et la réponse, notamment sur les services numériques, ce qui est évoqué là, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux envoyer des mails en interne plutôt que d'utiliser Slack ou Teams, etc. Teams, c'est en fait, on ne peut pas répondre pour le moment parce que ça serait vraiment faire une erreur de répondre sans en avoir la réalité des chiffres. Il faut être un tout petit peu patient si vous le pouvez. Il y a une étude actuellement qui est en cours, qui s'appelle Négaoctet. Fait penser à Négawatt, l'association qui existe déjà. Et Négaoctet s'intéresse justement à mesurer l'impact des services numériques. Et donc, on va avoir, alors elle est chapeautée notamment par l'ADEME, mais par d'autres boîtes. Enfin, il y a vraiment un ensemble d'acteurs très sérieux qui font du super boulot et qui vont pouvoir donner justement plein d'éléments là-dessus. Donc, on a hâte d'avoir les conclusions. Mais il faut faire très attention quand on compare des services parce qu'on n'a pas encore tout à fait les données. On en a de plus en plus, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je faisais aussi référence à la CV de la Poste sur le print versus dématérialisation, alors que j'ai lu attentivement parce qu'on m'avait demandé de la lire pour le compte d'une ONG. Et il est vrai que la conclusion était plutôt en faveur du print. Hein. Mais voilà. Après, même si, ce que je disais, c'est que même s'il a été commandé par une boîte en question, ça fait toujours l'objet d'une revue critique, donc c'est important. Mais on pourra toujours vous donner l'argument ACV. S'il n'y a pas d'ACV, on ne peut pas répondre. Parce que sinon, c'est on va dire des énormités et on ne sera pas professionnel dans ce cas-là. Voilà. C'est un peu frustrant parfois.
Oui, Nous c'est aussi, sûr, d'ailleurs. mais c'est une question qui est beaucoup revenue et j'imagine, enfin, je l'ai vu passer là aussi. Et nous-mêmes, on a voulu essayer d'apporter des réponses, notamment à cette grande question, parce qu'on a beaucoup de personnes qui gèrent la communication dans la communauté et qui se posent cette question du numérique versus le print. Et donc, on espérait pouvoir apporter une réponse aujourd'hui. Et effectivement, le constat qu'on a fait, c'est que c'est encore difficile d'y répondre, mais que ce qui semble assez certain, c'est qu'une approche 100% digitale pour un meilleur impact écologique ne sera pas la bonne réponse. Qu'il y a un équilibre à trouver Oui. et que certainement, c'est plus dans une question de segmentation, de mieux mesurer ce qu'on fait et peut-être d'être pas dispendieux, mais un arbitrage au cas par cas aussi à mener. Oui, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que ce n'est pas du tout à opposer. Ça, c'est fondamental. Il ne faut pas opposer le numérique, enfin le dématérialiser. D'ailleurs, on ne devrait pas dire ça, on devrait dire matérialiser autrement. Mais bref, numérique versus, enfin atome versus octet, il ne faudrait absolument jamais les opposer. C'est complémentaire. C'est complémentaire, c'est fondamental. Et c'est aussi lié à la carrière du document. Plus la carrière d'un document est longue, plus effectivement on aurait intérêt à printer. Je comprends. J'ai une demande dans les questions là de revoir les étapes du projet numérique responsable. Est-ce que, Émilie Robert, tu avais une question particulière sur cette slide? Peut-être que... Alors sinon, si vous avez besoin d'informations plus précises, vous pouvez aussi aller voir le site du label numérique responsable qui reprend justement ce qu'on appelle le PNR, c'est-à-dire le projet numérique responsable, avec des étapes un tout petit peu plus détaillées en effet que celle-ci. Ça fera partie d'ailleurs des liens qu'on repartagera. Pardon? Excuse-moi Anne, je viens de donner la parole à Émilie Robert si elle voulait poser sa question directement. Oui, peut-être juste sur les orientations stratégiques et urbanisation. Je voulais un petit éclaircissement là-dessus, si c'était possible. Là, en fait, non, c'est pas que vous n'aurez pas l'éclaircissement, mais c'est simplement qu'il faut effectivement avoir un niveau comment dire, de maturité dans le processus pour pouvoir dire, bon ben voilà, est-ce qu'on va définir nos plans d'action en fonction de notre secteur d'activité, il faut définir le degré d'importance et la temporalité. Donc, le degré d'importance, ça veut dire, par exemple, je ne sais pas moi, l'impression, le matériel et l'éco-conception, je dis au pif, sont pour nous importants compte tenu de notre secteur d'activité. Et à partir de là, quelle temporalité on va leur donner? Est-ce que ça va être à court terme, à moyen terme ou à long terme? Donc, on va mixer les deux. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. On a une question de Cyril Leclerc. Alors, oui, rebonjour. Oui, moi j'avais une petite question parce qu'on a parlé beaucoup de bureautique et de matériel bureautique, de smartphone, de laptop. Mais dans le spectacle vivant, on a tout un matériel informatique qui est utilisé pour la gestion des lumières, pour le son, pour un certain nombre au niveau scénique. Et je voulais savoir si peut-être au Grand T ou dans les structures qui commencent à se poser la question, est-ce que vous avez mis en place des choses aussi au niveau de ce matériel-là? Et s'il y a des choses à mettre en place aussi pour les structures à ce niveau-là. Moi, je peux répondre sur une part du matériel technique du milieu du spectacle vivant, mais pas sur la totalité. Déjà, est-ce que Béla, vous avez quelque chose à dire sur ces équipements métiers? Oui, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les tables de mixage, vidéoprojecteurs, enfin tout ce que vous utilisez, effectivement, c'est des D3E. Un D3E, déchet d'équipement électrique et électronique, en tout cas en fin de vie, ça s'appelle comme ça. C'est dès qu'il y a du secteur, dès que c'est alimenté en électricité. Donc, ils font partie intégrante, alors vidéoprojecteurs notamment, parce que c'est banalisé. Table de mixage, dès qu'il y a de l'électronique et du secteur, vous êtes dans les D3E. Et dans ces cas-là, idéalement, il vaut mieux se rapprocher pour tout établissement, se rapprocher d'un éco-organisme. Il y en a 2 en France, Écologique avec un C à la fin, ou Écosystème, ESR, qui permettrait de mettre en place soit de la collecte, soit tout simplement un enlèvement. Il faut savoir que pour les établissements, à partir de 500 kg de matériel, c'est enlevé à titre gracieux.
Donc, les éco-organismes qui sont agréés de l'État ont vraiment à être sollicités en permanence. C'est leur objet, c'est leur raison d'être. Et du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à demander un enlèvement. Et je vous le répète, à partir de 500 kilos. Alors, pour les petites structures, c'est difficile à atteindre, mais pour les trucs, dès qu'on a une table de mix et autres, ça va très vite. Et du coup, n'hésitez pas à faire appel aux éco-organismes pour ça, écologiques notamment, et e-déchets, qui est la partie professionnelle de écologique. Je parlerai aussi d'initiatives qui existent par rapport à la question du réemploi du matériel technique. J'ai en tête un nom de site, mais on vous les partagera dans le compte-rendu, et ce nom, c'est Récupsen. Et en fait, ce sont des structures qui ont justement posé la question du réemploi du matériel aujourd'hui et qui ont créé des sites en ligne pour permettre à des lieux ou à des compagnies soit de trouver du matériel d'occasion, mais vraiment spécifique à notre métier, soit de revendre un matériel qui ne serait plus suffisant par rapport à leur exploitation. Et on est complètement dans cette démarche de deuxième, troisième vie du matériel qu'il faut favoriser. Donc, on repartagera ces initiatives dans le compte-rendu parce que voilà, je sais qu'il y a 2 ou 3 initiatives comment on a repéré à vous partager. Il y a Mathieu Gamero a une question, je vais lui donner la parole. Oui, merci. Je voulais réagir et questionner donc nos organisations, souvent en interne, quand il a été évoqué notamment la culture informatique qui nous a mené à considérer qu'un appareil était obsolète, alors qu'en fait, c'était qu'on l'avait un petit peu trop surchargé ou qu'on lui demandait des choses, 10 000 choses à la fois. Il n'existe pas systématiquement de personnes vraiment en charge ou de direction de systèmes informatiques ou de responsables de transformation numérique dans tous les lieux culturels, loin de là. Et souvent, le conseil informatique vient du prestataire, celui qui en fait vous vend du service informatique. Donc, bon, voilà, là en fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est voilà, c'est questionner aussi les équipes en place et les compétences en interne pour pouvoir accompagner et optimiser l'usage, gérer les deuxièmes vies, gérer le parc existant et ce qu'on peut y faire avec. Voilà, c'est un peu une considération là-dessus. Absolument. Quand on a fait l'état des lieux du numérique dans le spectacle vivant, on avait aussi essayé d'identifier ces postes-là au sein des structures qui sont quand même assez rares et qui sont souvent plutôt des administrateurs système que des personnes qui sont vraiment directeurs des services informatiques avec une vision et un peu prospective du numérique. Aujourd'hui, les structures sont très petites. Donc, les solutions, effectivement, il y a une question de montée en compétences en interne qui est à poser forcément. Et quand on mettra en place l'état des lieux du numérique numéro 2 qui va commencer là à l'automne, ce sera aussi des questions qu'on affinera. Donc, comment on peut mieux former les gens et peut-être quelles peuvent être des instances mutualisées entre structures pour nous accompagner, qui ne soient pas nos prestataires, mais qui soient des instances plus neutres. C'est un enjeu. Pour le coup, le TMN Lab peut être aussi un espace pour cela. Est-ce que je vois dans la question que Jérôme Ramaker est intervenu? Est-ce que vous avez envie de prendre la parole à l'oral? Le temps qu'on mette le micro. Je rebondis, du coup, le temps que les micros s'allument, je rebondis sur ce que vous avez écrit. L'éco-conception peut entrer dans un appel à projet ou la commande d'outils de communication auprès des prestataires, que cette option devienne la règle. C'est absolument ce qu'on va aborder dans le thème numéro 3. Oui, effectivement, notre responsabilité en tant qu'institution, c'est d'inclure ces questions-là dans nos appels à projet et nos choix de prestataires. Mais ouais, c'est en vous entendant que je rebondissais là-dessus parce qu'effectivement, c'est un sujet que je travaille depuis un petit temps au niveau de la communication responsable et de la sobriété numérique. Et c'est vrai qu'on a vite tendance à culpabiliser sur nos pratiques, alors que pour tout ce qui est développement durable, je pense que c'est une question de démarche et de faire évoluer les mentalités. Et donc, à la fois, il y a le côté, le numérique, c'est pratique et on peut faire plein de choses. La preuve, je vous parle de Bruxelles. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas aussi entraîner avec nous les publics qui, eux, n'ont peut-être pas conscience de tout ça? Clairement, pardon.
Non, non, allez-y Bella. Clairement, effectivement, il faut absolument embarquer la foule, ça c'est clair. Vous parlez de Belgique, d'ailleurs, je salue nos amis belges, en effet, que j'adore voir. J'y vais pratiquement une fois par semaine. Enfin, j'y allais parce que je crois que vous êtes en confinement à nouveau. Mais on a vu la naissance de l'Institut numérique responsable belge, vous savez, hein, il y a 2 semaines ou 3. Donc, c'est un nouveau-né. Il y a même un INR suisse bientôt, enfin non, pas bientôt, qui a vu le jour aussi. Et c'est vraiment, vraiment une question de changer la mentalité du public, comme vous dites. C'est surtout voilà, de la sensibilisation et vraiment arriver à faire comprendre pourquoi on aurait besoin de changer. On ne peut pas changer si on ne comprend pas pourquoi. Moi, je n'ai jamais voulu faire d'efforts si je ne comprenais pas pourquoi je devais faire des efforts. Mais après, c'est extrêmement vivifiant quand on a compris. Donc voilà, et c'est pour ça que ça passe aussi par les écoles, par le au plus jeune âge, etc. Nous, on travaille avec des primaires juste avant la bascule collège pour que justement ça puisse après faire des magnifiques spectateurs de vos salles de spectacle, entre autres, et puis surtout des bons citoyens pour pouvoir comprendre tous les enjeux, quoi. En tout cas, ça pose aussi la question de l'institution qui se pose comme modèle, en fait. Et effectivement, je rebondis sur ce que Maxime disait dans la première intervention, quand il disait que, par exemple, l'utilisation des GAFAM sans une réflexion légitime la place même des GAFAM, et que du coup, comment nous, on peut mettre en place des utilisations qui vont justement plutôt apporter un regard critique ou acculturer, et non pas de légitimer des choses qu'on ne trouverait pas... qui ne correspondraient pas forcément à nos valeurs. Est-ce qu'on a une autre question, intervention au sein des participants? Ou peut-être d'ailleurs, Maxime, je vous cite, mais vous avez peut-être envie de dire quelque chose? Je peux rebondir sur le fait que sur la partie open source, je pense qu'on abordera plus cet après-midi, mais qui doit être un aspect qui peut rentrer je pense qui s'aligne avec les principes d'éco-conception, puisque quand on fait de l'open source, on se détache plus des fabricants et on retrouve le pouvoir, en quelque sorte, les usagers retrouvent le pouvoir des softwares qu'ils utilisent. Vous parlez beaucoup des softwares, donc voilà, je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais en tout cas, ce sera un point qu'on pourra aborder cet après-midi sur cette partie software et son lien avec des pratiques plus liées à l'éco-conception. Il y a une question de Nicolas Rosset, je lui donne la parole. Merci Marion. Je n'étais pas obligé de prendre la parole, c'est juste une question comme ça qui était aujourd'hui, enfin si j'écoute bien tout ce qui a été dit ce matin, qui est hyper intéressant d'ailleurs, est-ce que si finalement on n'occupe pas le terrain, parce qu'aujourd'hui c'est un usage qui est très répandu, donc si on n'occupe pas le terrain avec des contenus culturels faits par les institutions ou autres d'ailleurs, sur Facebook, Instagram, TikTok, est-ce qu'on ne va pas laisser finalement s'installer autre chose sur ces plateformes et que de toute façon ces plateformes vont quand même exister et que du coup au lieu de diffuser de la culture, elles vont diffuser autre chose, comme j'ai mis entre mes guillemets. Maxime? Oui, alors sur cette partie, je suis d'accord et en même temps, si on se souvient bien, les personnes vont sur des plateformes aussi parce qu'il y a certains contenus. Donc elles peuvent aussi être intéressées d'aller ailleurs pour chercher d'autres types de propositions. Donc je ne suis pas forcément d'avis de dire qu'il faut absolument être sur Facebook ou Instagram parce que c'est là que les gens sont. Je pense qu'il y a cette partie-là, elle est importante, mais je dirais qu'il y a une importance d'une diversité en fait des outils qu'on va mettre en place et qu'on n'a pas forcément besoin d'être à 100% sur ces réseaux. On peut aussi, dans une perspective justement à moyen et long terme, comme on le fait avec la partie éco-conception, investir d'autres lieux et d'autres réseaux qui vont être plus à même de s'aligner avec la mission des lieux culturels.
Je poserai aussi la question sur les réseaux sociaux, des contenus qu'on y met en fait en tant qu'institution culturelle, et parce il peut y avoir différentes postures. Il peut y avoir la posture de se dire que c'est un espace en soi où on va donc faire exister du contenu et garder les personnes qui y sont dans cet espace, par exemple faire du streaming dans les réseaux sociaux. Et puis on peut être dans une autre approche qui est celle de venir nourrir les réseaux sociaux d'une posture culturelle justement, mais peut-être avec un axe précis et qui invite plus à sortir pour venir explorer d'autres espaces, qui pourrait être une démarche peut-être plus vertueuse d'une certaine manière pour être là quand même, mais en même temps inviter les gens à en sortir et à vivre une autre expérience. Maintenant, est-ce que cela pourrait marcher par rapport à l'économie des GAFAM et est-ce qu'il y a des exemples justement de lieux que vous avez repérés qui sont peut-être dans cette démarche assez efficace, enfin, voilà. Non, je pense qu'il y a une réelle importance à investir d'autres espaces. Moi, je crois pas du tout au fait qu'on puisse changer énormément les choses en utilisant Facebook ou Instagram parce que on va avoir besoin, en tout cas en tant que lieu, il va y avoir un besoin de création de contenu. D'ailleurs, on parle de contenu. Moi, je trouve que ça me choque un peu qu'on parle de contenu. Enfin, voilà, maintenant, on parle de contenu, mais on ne parle pas forcément d'œuvre. Et donc, peut-être qu'il y a d'autres stratégies, effectivement, qui vont passer à travers un tissu de relations avec des personnes qui vont créer des contenus sur ces plateformes-là et comment on fait pour se relier avec elles, plutôt que ce soit le lieu qui va créer ces contenus-là, comment on fait pour voilà, repérer les personnes qui vont parler de théâtre ou de telle œuvre artistique et leur donner plus les moyens d'être visibles grâce aux capacités de communication du lieu. Et puis ces autres espaces dont on parlera cet après-midi qui, je pense, peuvent permettre de susciter une diversité en fait, d'usages sur les réseaux sociaux. Merci Maxime. Il est 12h01, donc on a terminé cette deuxième session. Je vois Jérôme Ramarqueur qui écrit la décroissance communicationnelle, faire moins et mieux. Effectivement, c'est de toute façon cette démarche globale. Quand on parle de sobriété aujourd'hui, c'est beaucoup ces questions de décroissance. On aura l'occasion aussi d'en parler cet après-midi. On a d'ailleurs une belle citation de Philippe Biwix qui répond à ces questions de posture. S'il y a une dernière question vraiment liée à ce matin pour nos intervenants, Béla et Maxime, n'hésitez pas à la poser. Sinon, je vous propose de faire une pause pour aller tous déjeuner et rafraîchir notre cerveau avant le webinaire de cet après-midi. Alors, qu'est-ce que je lis? Une écologie de l'attention en référence au travail d'Yves Citon, Maxime. Et effectivement, on avait voulu partager le travail d'Yves Citon dans cette phase de travail de la journée. C'était assez dense pour l'ajouter, donc on ne l'a pas fait, mais on invite vraiment les participants à s'intéresser à ces travaux sur l'économie de l'attention et l'écologie de l'attention, qui nous semble primordial pour penser notre rapport au numérique. On vous mettra des références à regarder dans le compte-rendu. Et je vois Maud Hoffman. La multiplication des plateformes pour proposer des contenus ciblés n'est-elle pas également un problème? Certes, les internautes peuvent trouver ce qu'ils recherchent avec précision, mais avec l'accroissement de nouvelles plateformes, j'imagine que cela demande également beaucoup d'énergie, de stockage, de données. Béla ou Maxime, vous pouvez confirmer. On a pas mal de questions là-dessus sur on doit envoyer des informations à des personnes de profils différents, du coup on multiplie les plateformes. Mais du coup, on consomme plus. Comment est-ce qu'on peut faire? Enfin, il y a beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là, hein, sur les choix qu'on doit faire. J'ai envie de dire une question qui reste entière, hein, côté écologie pure. Hein, enfin, excuse-moi Maxime, désolée. Juste la question de ce qui peut être pas mal de retenir aussi, c'est que actuellement, c'est plus le flux des données qui va être très impactant environnementalement, plutôt que le stockage déjà, parce qu'on s'est un petit peu amélioré en termes d'efficience énergétique au niveau des data centers et tout. Donc, ce n'est pas tellement le stockage, même si les données explosent, on l'a vu, mais ça va être plutôt le flux. Donc, en effet, aller à droite à gauche et multiplier les flux, ce n'est pas une bonne affaire.
environnementalement parlant. Mmh. Après, le reste, je pense aussi que ce n'est pas forcément. Je suis d'accord, et donc pour compléter, la différence, c'est vrai qu'avec Facebook ou Instagram, on va pas forcément mettre de l'évolution de ces plateformes, donc d'un point de vue écologique, et puis donc Facebook, on a par exemple la lecture des vidéos qui se fait automatiquement en très bonne qualité, etc. La différence, si on s'investit voilà, dans une réelle transition avec des réseaux sociaux qui sont open source, et donc le contrôle peut être du côté du lieu, ben, le lieu peut décider, on peut imaginer designer d'autres réseaux sur lesquels eh bien, les vidéos seraient jouées qu'en basse qualité par exemple par défaut, ou ne seraient pas jouées. Enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de choses, on reprend vraiment le contrôle sur l'outil, donc on peut aussi jouer à ce niveau-là, ou même sur ben, les serveurs qui sont utilisés, où sont-ils, est-ce que ce sont des serveurs de seconde main, etc. On peut vraiment reprendre le contrôle à ce niveau-là. Donc ça mérite aussi de s'y intéresser. De toute façon, la question aussi qu'on pose aujourd'hui, c'est d'avoir conscience et de faire des choix. C'est-à-dire que la question n'est pas d'être radical dans une posture ou dans une autre à ce stade, étant donné qu'on est dans des lieux qui ont aussi une fragilité dans la conquête de leur public, une diversification des offres culturelles qui vient de plein fouet heurter la fréquentation des lieux. Donc ça pose beaucoup de questions, et les lieux sont face à des difficultés réelles pour construire des plans de communication, des manières de toucher les publics, des stratégies de relation avec le public aujourd'hui qui en même temps font avec cet écosystème et cette urbanité numérique qui s'ajoute à nos territoires d'implantation. Je vois la question de Nicolas Rosset, enfin la remarque de Nicolas Rosset sur que ça pose la question de la finalité de nos projets numériques dans les institutions, si c'est celui de permettre l'accès à la culture aux œuvres dans notre lieu, donc de ramener dans nos lieux, ou de permettre l'accès à la culture à tous, où qu'ils soient. Il cite la Gaîté Lyrique qui voudrait donner accès à ces contenus à Montpellier, en Belgique ou au Québec, effectivement. C'est beaucoup de questions à arbitrer. Et donc, la rencontre aujourd'hui ne dit pas qu'il ne faut pas faire ça. Elle dit que c'est comment on fait des choix dans les outils qu'on utilise, dans la manière de les utiliser, et peut-être pas d'aller tout droit dans une direction, par exemple, du full Facebook ou quelque chose comme ça qui, en fait, ne serait pas une stratégie à long terme qui ferait sens par rapport à une responsabilité sociétale. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie ou Marion, sur les que je ne verrai pas? Non, il n'y a pas de main levée à ma connaissance. Et moi, je n'ai pas de nouvelles questions qui n'auraient pas été traitées. Ça marche. Mais écoutez, merci beaucoup, merci à tous de votre attention, merci à nos intervenants, Maxime, Béla qui sont encore là, Laetitia a dû nous quitter pour repartir en réunion. C'était très intéressant, et tous ces échanges seront donc republiés sur notre site tmnlab.com dès qu'on aura eu le temps de le faire. Mais on espère dans pas trop longtemps, avec des références. L'idée aussi, c'est que on va poursuivre l'échange cet après-midi pour continuer à voir notamment comment on peut avoir une vision sectorielle de ces questions. Parce qu'on l'a vu dans les interventions de chacun, la question centrale pour cette responsabilité partagée, c'est qu'elle est partagée. En fait, c'est qu'aussi on doit la penser à l'échelle de notre secteur et dans une collaboration d'interstructures et pas chacun dans son coin. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer, expérimenter des choses, partager nos expérimentations et avancer dans une direction probablement plus vertueuse. Donc, merci à tous. Merci Marie, Marion, Hélène et Eric pour l'animation. Avec plaisir. Et donc, on se retrouve tout à l'heure. Merci Béla, merci Maxime.